Dans cette dernière partie, on va montrer que les écosystèmes peuvent changer de fonctionnement et peuvent aussi résister à une perturbation et garder leur même fonctionnement, ce qu'on va appeler de la résilience. Donc la résilience, ce n'est pas de la résistance. La résistance, ce serait ne pas changer face à une perturbation. La résilience, c'est une perturbation qui a amené un changement, mais les écosystèmes arrivent à retrouver leur état initial. C'est le fait de retrouver son état initial qu'on va pouvoir qualifier de résilience, la capacité à avoir une modification qui n'est que temporaire. Donc il y a toujours des modifications dans des écosystèmes. Le grand public a trop tendance à associer la modification et l'intervention de l'être humain, mais il y a aussi des modifications parfaitement naturelles. Et en fait, un écosystème n'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose qui change tout le temps sous l'effet de ces perturbations. Et s'il ne change pas, c'est justement parce qu'il est résilient et qu'il peut revenir à son état initial. Donc parmi les modifications importantes, c'est celles qui vont changer la biodiversité. On va essayer de montrer pourquoi est-ce que la biodiversité est un élément important pour prédire la résilience des écosystèmes. Mais tout d'abord, il faut savoir de ce dont on parle, et en fait, beaucoup de gens utilisent ce terme sans avoir jamais défini. Et il y a plusieurs façons différentes d'envisager la biodiversité. Généralement, quand on ne précise rien, il s'agit de la biodiversité des espèces, le nombre d'espèces différentes qui est présent dans un écosystème. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous avez beaucoup d'espèces différentes, mais que ces espèces sont extrêmement consanguines, eh bien, la résilience va être quand même assez faible. Donc il y a aussi une part de diversité génétique qui peut intervenir dans le concept de biodiversité. Et puis si on est à grande échelle, la diversité des types d'écosystèmes est ce qui va permettre à l'ensemble de ces écosystèmes de se maintenir. Si tous les écosystèmes se ressemblent, donc si on n'a pas de diversité biologique entre les écosystèmes, alors il est fort probable que ces différents écosystèmes, étant tous similaires, vont être sensibles au même genre de perturbations. Et encore un autre problème quand on essaye de parler de biodiversité, pour savoir ce dont on parle, beaucoup de gens pensent à la biodiversité dans l'espace, comment elle est en ce moment dans l'espace, mais en fait il est très important de savoir comment est-ce qu'elle réagit dans le temps. Et là, quand nous allons travailler sur la résilience, on va plutôt s'intéresser aux variations dans le temps que aux variations dans l'espace. Donc il peut y avoir des modifications biotiques, donc dues aux êtres vivants, qui peuvent réduire la biodiversité. Et là, le programme nous impose deux modifications biotiques. Le surpâturage, le fait que les herbivores soient présents en trop grand nombre au mètre carré, ou une espèce envahissante, donc une perturbation d'origine animale, une perturbation d'origine végétale. Alors juste petite parenthèse, pour savoir comment est-ce qu'on évalue la biodiversité, il y a des méthodes assez rapides qui permettent de compter d'abord le nombre d'espèces différentes, ensuite de regarder combien il y a d'individus dans chacune des espèces, et en faisant des combinaisons entre les autres, on a un indice de diversité. Mais je pense que vous aurez remarqué qu'il y a un aspect de la biodiversité qui est absent de ce type de calcul, c'est la diversité génétique. On va s'intéresser au surpâturage pour montrer qu'il diminue la biodiversité d'une prairie, et on va s'intéresser à la biodiversité des poacées. Un graminées, c'est le vieux nom des poacées. Dans une prairie permanente, c'est-à-dire elle n'a pas été ressemée, elle est là sur plusieurs années, et justement on va voir comment le fait de travailler toujours de la même manière sur plusieurs années a un effet sur la biodiversité. Donc ici, le témoin, c'est une pâture extensive qui est peu utilisée, dans laquelle on met les animaux seulement l'été. Puis une pâture intensive dans laquelle on met le maximum de bovins à l'hectare. Et puis une prairie de fauche sur laquelle on vient régulièrement couper les végétaux. Donc dans la pâture, vous voyez qu'il y a beaucoup de fétuques rouges, qu'il y a aussi beaucoup d'ivraies. Donc cette ivraie, c'est celle qui est la plus nutritive pour les végétaux, pour les bovins. Et dans cette pâture qui est assez peu utilisée, la fétuque rouge s'est beaucoup développée
Ce qui fait que ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant à long terme parce que c'est pas aussi nutritif que l'ivraie. Au contraire, sur une pâture intensive, l'ivraie va prendre le dessus parce qu'elle repousse beaucoup plus rapidement que la fétuque rouge. Et donc, quand les animaux prélèvent régulièrement des végétaux, elle a un avantage sélectif par rapport à la fétuque rouge. Et puis surtout, elle a un énorme avantage par rapport à la brise. La brise, elle pousse assez tard et puis surtout, elle a beaucoup de mal à repousser après avoir été prélevée. Donc ici, on voit qu'il y a une chute de la biodiversité. La brise a été complètement éliminée pendant le temps de l'expérience, mais il est probable que dans peu de temps, la fétuque rouge disparaisse aussi. Et finalement, dans cette pâture intensive, on va se retrouver seulement avec 2 espèces. Donc on pourrait le faire en calculant l'indice de Shannon pour être un petit peu plus rigoureux. Donc ici, on n'a pas travaillé sur 3 espèces, mais on travaille sur beaucoup plus d'espèces. Donc on travaille sur des graminées qui ne sont pas très nutritives. Une plante fourragère, c'est qu'elle est nutritive pour les animaux. Des moyennes fourragères, des bonnes fourragères, donc qui sont favorables pour l'éleveur. Des légumineuses qu'on veut absolument conserver parce que c'est la part d'azote et de protéines qui nourrit les bêtes, et puis toutes les espèces indésirables que l'on ne souhaite pas se voir développer dans la prairie, soit parce qu'elles sont toxiques, soit parce qu'à long terme, elles vont éventuellement finir par donner des arbres et par occuper cet espace ouvert. Donc on pourrait se dire a priori qu'une prairie qui n'est pas du tout exploitée, c'est vraiment ce qu'on a de plus favorable. Alors le problème quand on utilise ça une seule fois dans l'année, c'est que les espèces indésirables se mettent à proliférer. Les bovins ont le choix. Quand ils arrivent dans la prairie, il y a un très grand nombre de végétaux qui sont présents ici. Ils ont le choix, ils délaissent un certain nombre d'espèces qui du coup se propagent et qui sont justement les espèces indésirables. Avec une très forte intensité d'exploitation, donc souvent ce que l'on fait à l'automne, les animaux sont contraints de manger les espèces indésirables qui du coup disparaissent. Mais vous voyez que les bonnes fourragères sont quand même ici présentes et que ici on a toujours des légumineuses qui sont présentes en bonne quantité. Donc ici on a une forte intensité d'exploitation, mais on n'est pas au-delà de ce qui serait recommandé. Il y a des standards de nombre de bovins à l'hectare et là visiblement on n'a pas dépassé les normes puisqu'on n'a pas fait disparaître un certain nombre d'espèces et notamment quand c'est vraiment trop intensif, un certain nombre de bonnes fourragères auraient pu disparaître. Alors on pense bien sûr aux poacés qui sont broutés, que le nombre de bovins à l'hectare va avoir un effet extrêmement important sur ce qui est brouté, mais là je prends juste un exemple qui est l'exemple des papillons, pour vous montrer que quand la biodiversité des plantes est touchée à cause des herbivores, eh bien ça finit par avoir un effet sur la biodiversité des autres organismes et des insectes en particulier. Donc ici on regardait le nombre d'espèces différentes, l'abondance qu'il y a à l'intérieur de ces espèces, et au fur et à mesure du temps, et après une période intensive, qu'est-ce qui se passe quand on retourne vers des choses moins intensives, eh bien on a plus d'espèces et on a plus d'individus dans chacune de ces espèces. Et donc bien sûr la réciproque est vraie, en cas de surpâturage, un certain nombre de populations d'espèces sont menacées. Donc la biodiversité va être extrêmement sensible à l'utilisation que on va faire de ces écosystèmes. Donc ici, on a mis l'intensité d'utilisation. Est-ce que on met pas de bovins du tout à l'hectare? Est-ce qu'on en met beaucoup, en fait, beaucoup trop? Ici, c'est le degré d'engrais naturel ou artificiel. Donc si on a des faibles apports en engrais, mais très peu
d'individus, il y a quand même possibilité pour de la végétation de se maintenir. Par contre, pour ces faibles quantités, si on a trop de bovins à l'hectare, on va aller jusqu'à une dégradation totale et les poissets vont disparaître. On va avoir une prairie qui est relativement pauvre, soit parce que il y a peu d'engrais, soit parce que il y a beaucoup de bovins à l'hectare. Et une prairie riche, du point de vue de l'agriculteur, il va appeler ça une sous-exploitation, il aurait pu mettre plus de bovins à l'hectare. Donc soit parce qu'on n'a pas mis énormément de bovins à l'hectare, soit parce que pour une raison ou pour une autre, elle est très riche en nutriments. Ici, on vous propose une étude agronomique permettant de montrer comment les différentes l'exploitation que l'on fait de sa parcelle va avoir un effort sur de la biodiversité. Donc vous retrouvez les différentes poacées qui peuvent constituer une prairie. Donc si on est dans un milieu pauvre avec un pâturage relativement intensif, on va sélectionner une végétation qui est plutôt tardive. Au contraire, si on a un pâturage fréquent, on va privilégier la végétation qui a une forte croissance, mais qui n'est pas forcément extrêmement nutritive. On peut sélectionner aussi des plantes plus tardives, selon le moment où on va mettre les animaux à l'herbe. Et donc, en fonction de l'usage que l'éleveur fait de sa parcelle, eh bien, il va sélectionner plus ou moins certaines espèces. Donc l'idéal est de varier l'utilisation des parcelles afin de garder une diversité d'espèces qui va permettre à cette parcelle de garder des espèces qui sont plutôt nutritives, des espèces qui se reconstituent rapidement mais qui sont moins nutritives, des espèces plus tardives et actuellement c'est quelque chose de très important, des espèces plus résistantes à la sécheresse. Deuxième facteur de modification de la biodiversité, c'est une espèce invasive. Et en particulier dans les prairies, ce qui est important, ce sont les espèces invasives que les bovins refusent de manger. Donc en agronomie, ces plantes sont appelées des refus. Donc c'est un problème que l'on a par exemple en Camargue. Il y a un certain nombre de plantes qui se sont développées dans le milieu et que tous les bovins et puis tous les organismes qui sont au pâturage refusent absolument de manger, avec un qui est particulièrement problématique parce que c'est un arbuste qui est le tamaris. Donc, c'est pas forcément le plus refusé, mais le problème, c'est que quand il est refusé, il finit par donner un arbuste, voire un petit arbre de relativement grande taille. Et là, il faut absolument qu'il y ait une intervention humaine pour aller le supprimer, parce que sinon, on va quitter la prairie et on va finir par avoir une forêt basse. Autre modification qui peut grandement affecter les écosystèmes, ce sont des modifications abiotiques, comme par exemple une pollution qui va produire un phénomène que vous devez pouvoir décrire, qu'on appelle l'eutrophisation. Donc je vous propose d'arrêter la vidéo ici et on va faire un schéma d'eutrophisation.